Pendant que les chefs du régime nazi organisaient des déportations et signaient des ordres d'assassinat, leurs épouses restaient à leur côté, chargées de maintenir la vie quotidienne. Elles recevaient des invités, élevaient leurs enfants dans des foyers remplis d'objets envoyés du front et partageaient des célébrations avec ceux qui dirigeaient des exécutions massives. Certaines voyageaient vers des zones occupées, d'autres restaient dans des logements attribués par le parti, maintenant tout dans le silence. Elles connaissèrent les noms, les fonctions et les plans, même si elles ne portèrent pas d'uniforme. Quand le Reich s'est effondré, beaucoup disparurent des rapports et passèrent des années sans être nommés. Certaines restèrent seules, d'autres changèrent de ville ou recommencèrent une nouvelle vie sans laisser de traces. Qu'est-il advenu des femmes qui partagèrent table, lit et routine avec les hommes qui dirigèrent le nazisme? La première d'entre elles fut Gertrude Scholz-Klink. Elle vint au monde en février 1902, quand l'Allemagne faisait encore face aux conséquences d'avoir perdu la Grande Guerre. Elle grandit dans un foyer modeste, où dès son plus jeune âge on lui enseigna à suivre les règles et à accomplir ce qui lui incombait. En 1929, tandis que les idées radicales gagnèrent du terrain dans tout le pays, elle prit la décision d'adhérer au Parti national-socialiste. Bien que la vision que l'on avait de la femme fût très limitée, sa détermination lui permit d'avancer au sein de l'organisation. Son ascension fut rapide et, en 1933, elle occupait déjà la direction du groupement féminin du parti. Depuis cette position, elle promut une image de la femme centrée sur la maternité, l'obéissance au régime et l'entretien du foyer. Les règles qui furent imposées par le pouvoir changèrent complètement le cours de nombreuses vies. Certaines femmes durent quitter leurs emplois de médecin ou d'avocate pour rester à la maison. Pour elles, c'était une forme de triomphe idéologique. Lorsque le conflit éclata en 1939, des conflits commencèrent avec ceux qu'elle avait défendus. Le manque de main-d'œuvre obligea de nombreuses femmes à retourner aux ateliers et aux champs, ceux qui allaient à l'encontre de ceux qu'elle avait promus. Malgré cela, sa position resta ferme. En décembre 1940, elle épousa August Eismayer, qui était un officier supérieur des SS. À eux deux, ils avaient 10 enfants issus de relations antérieures. Leur logement fut utilisé comme exemple dans les médias du régime pour montrer le type de noyau familial qu'ils voulaient diffuser. Avec le temps et l'aggravation de la situation de guerre, le tableau devint plus difficile. En mai 1945, lorsque les troupes alliées étaient sur le point de prendre Berlin, tout ce qu'elles connaissaient commença à s'effondrer. La fin du régime était imminente et le danger augmentait. Elle fut capturée par les forces soviétiques et envoyée dans un camp de prisonniers. Cependant, elle réussit à s'échapper et se cacha à Bebenhausen, où elle reçut l'aide de membres de l'aristocratie locale. Ils passèrent 3 ans cachés sous de faux noms pour éviter d'être reconnus. Mais en février 1948, la situation changea. Elle fut arrêtée et traduite en justice pour avoir utilisé des documents falsifiés et reçut une sentence d'1 an et demi. Plus tard, le comité chargé d'évaluer la responsabilité au sein de l'ancien régime augmenta sa peine à 2 ans et demi et lui interdit de participer à des activités politiques. En retrouvant la liberté en 1953, elle choisit de rester en dehors de l'attention publique. Elle resta à Bebenhausen et évita de réapparaître, bien que sa façon de penser n'ait pas changé. En 1978, elle publia un livre où elle maintint sa vision du rôle de la femme sous le régime, réaffirmant les mêmes idées qu'elle avait défendues depuis les années 30. Au cours de la décennie 1980, elle donna quelques interviews dans lesquelles elle tenta d'expliquer le rôle des femmes à cette époque. Le 24 mars 1999, elle décéda. Elle avait 97 ans. Une autre de ces femmes fut Hedwig. Hedwig Hoss naquit le 3 mars 1908 à Neukirch, dans la région de la Lusace. Elle fut l'épouse de Rudolf Hoss, commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Elle était la fille d'Ostwald Richard Hensel et de Lina Florandine Kremtz. Elle avait un frère nommé Gerhard Fritz, qui se consacra à la peinture, et aussi une sœur. Elle épousa Rudolf Hoss le 17 août 1929. Il était sorti de prison 1 an auparavant, après avoir purgé près de 5 ans pour avoir tué un compagnon du groupe paramilitaire Rossbach. Bien que la peine fût de 10 ans pour homicide et blessure, il fut gracié en juillet 1928. Tous deux faisaient partie de la Ligue Hartamann, un groupe radical lié au mouvement de jeunesse national-socialiste qui plus tard rejoindrait les jeunesses du parti en 1934. Quand ils se marièrent,
Hedwig attendait déjà son premier fils, Klaus, qui naquit dans une propriété récemment acquise à Salentin, en Poméranie. Le couple eut 5 enfants. En 1940, ils déménagèrent dans une habitation qui avait appartenu à un officier polonais, achevée juste avant le début du conflit. Ils y vécurent pendant 3 ans, à côté d'Auschwitz I. Le jardin de cette maison donnait directement sur le mur du camp. Des étages supérieurs, on voyait les crématoires et les baraques. « Rudolf m'appelle la reine d'Auschwitz », dit Hedwig un jour à sa mère Lina, qui vint lui rendre visite depuis Berlin. Le jardin la marqua. Hedwig y avait beaucoup travaillé avec l'aide de jardiniers et de paysagistes polonais qui avaient été sortis du camp. Les cendres des corps incinérés servaient d'engrais. « Enfant, rincez bien les fraises pour enlever les cendres », disait Hedwig, comme le rappela Léopold Egger, le chauffeur de Rudolf. Le soin qu'Hedwig consacrait à ce jardin montrait sa place au sein du modèle d'occupation territoriale promu par le régime. Pour elle, ce terrain faisait partie du plan idéologique d'expansion, qui utilisait l'agriculture comme base pour justifier la prise forcée de l'espace. Elle et Rudolf préféraient que leurs serviteurs fussent témoins de Jéhovah, car ils les considéraient obéissants et fiables. Ils utilisaient entre 15 et 20 détenus pour les tâches de cuisine, de couture, de jardinage, de coiffure, de surveillance ou de garde d'enfants. Ils construisirent même un avion en bois pour que les enfants le poussent dans le jardin. Ils surveillaient aussi la piscine quand des enfants du voisinage venaient. L'une des prisonnières affectées à leur maison fut Sophie Stippel, qui connaissait Rudolf depuis qu'ils étaient petits à Mannheim. Elle le reconnut sur la rampe du camp en mars 1942, et depuis lors, elle y travailla comme cuisinière et nounou. Elle portait le numéro 619. Pendant le temps qu'ils vécurent à Auschwitz, Hedwig engagea 2 couturières polonaises pour modifier des vêtements pris sur les corps. De plus, elle ordonna de monter un atelier de couture à l'intérieur du camp, où des femmes prisonnières fabriquaient des vêtements pour les épouses du personnel des SS. Dans ses mémoires, Rudolf écrivit sur sa vie dans cette maison. « Ma famille fut heureuse à Auschwitz. Ma femme et mes enfants avaient tout ce qu'ils voulaient. Les enfants jouaient tranquillement. Ma femme avait son jardin. Les prisonniers se comportèrent bien avec eux et étaient respectueux. Je suis sûr qu'aucun ancien prisonnier ne peut dire que dans notre maison, il fut maltraité. Ma femme voulait aider tous les prisonniers qui avaient affaire à nous. » Stanislav Dubel, qui travailla comme jardinier depuis avril 1942, donna son témoignage lors du procès contre Rudolf en 1947. Il raconta que lors de la première visite de Himmler au camp, il salua avec amabilité Rudolf et Hedwig, porta les enfants et il l'appelait « Oncle Heini ». Ces images étaient accrochées en grand format sur les murs de la maison. Lorsqu'il recevait des invités, Hedwig organisait des repas et demandait à Dubel de se procurer les produits. Elle ne lui donnait ni argent ni bon de rationnement, il devait tout obtenir illégalement. Il le faisait par l'intermédiaire d'un ami nommé Adolf Maciejowski, qui était capot dans un dépôt du camp, et qui le mettait en contact avec le responsable, un SS nommé Schebeck. Dubel dit également que Hedwig remplaçait les sous-vêtements de ses employés par des vêtements tirés des affaires de femmes assassinées. Selon lui, elle méprisait les Polonais et disait qu'ils étaient là pour travailler jusqu'à l'épuisement. En 1942, Rudolf entama une relation avec une prisonnière nommée Nora Mataliano-Odis. Quand elle tomba enceinte, elle fut enfermée dans une cellule. Le juge des SS, Konrad Morgen, qui enquêtait sur les abus, croyait que Rudolf avait donné l'ordre d'aggraver ses conditions pour qu'elle meure sans que l'on sache la grossesse. Après avoir été libérée, Nora perdit le bébé. Morgen l'emmena dans une clinique à Munich pour qu'elle se rétablisse et l'interrogea en octobre 1944. Cette même année, il la confronta à Rudolf, qui nia avoir donné cet ordre. L'enquête fut arrêtée par Himmler. Des années plus tard, Morgen répéta l'accusation lors du procès d'Auschwitz à Francfort. Lorsque le régime s'effondra, Rudolf s'échappa à Flensburg en mai 1945 avec l'aide d'un réseau clandestin. Hedwig et ses enfants furent cachés dans une sucrerie à Sankt Michaelisdonn. Rudolf adopta le faux nom de Franz Lang et s'enrôla dans la marine. On le retrouva grâce à un groupe britannique dirigé par Hans Alexander, un jeune juif qui avait fui en Angleterre. Ils menacèrent Hedwig d'envoyer son fils Klaus en Sibérie. C'est ainsi qu'elle donna la localisation de Rudolf. Il fut arrêté le 11 mars 1946 à Gottrupel, où il travaillait comme jardinier. Il déclara lors des procès principaux et fut ensuite remis aux autorités polonaises.
Il fut jugé entre le 11 et le 29 mars 1947. Il fut exécuté par pendaison le 16 avril, dans le même camp qu'il avait dirigé. En 1964, lors du procès d'Auschwitz à Francfort, Hedwig déclara qu'elle vivait comme femme au foyer à Ludwigsburg et qu'elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé à Auschwitz. Pendant les premières années après le conflit, les enfants du couple ne savaient pas où était leur père. Klaus emmena sa mère et ses frères à Stuttgart, puis partit en Australie avec son épouse Lisolette. Là-bas, il travailla dans une compagnie aérienne et mourut d'alcoolisme au début de 1986. Inge Brigitte se forma comme modiste et déménagea en Espagne pendant le franquisme. Là-bas, elle fut découverte comme mannequin par Balenciaga, rencontra son futur époux américain, déménagea aux États-Unis et travailla dans un magasin de vêtements à Washington, D.C. Elle finit par vivre à Arlington. Dans une interview du 16 décembre 2021, elle dit que son père avait été un bon père et que selon sa mère, c'était un homme très triste. Hans-Jürgen devint témoin de Jéhovah, se distancia de sa famille et épousa Irena Pauli, une femme de bonne position économique de la région de Stuttgart. Ils eurent 2 enfants, Kai, né en 1962, et Rainer. Hans-Jürgen vécut dans une maison près de la mer Baltique jusqu'à son décès. Kai vit dans une zone rurale près de Stuttgart avec son épouse Rama, née aux Philippines, qu'il rencontra en Indonésie. Ils ont 4 enfants. Hedwig décéda le 15 septembre 1989 dans la maison de sa fille Inge Brigitte à Arlington. Elle fut incinérée et enterrée sans nom dans un cimetière de la région. Sur la pierre tombale ne figure qu'un mot, « Maman ». Une autre personne de ce cercle était Emmy Göring. Elle fut une actrice de théâtre reconnue avant de devenir l'épouse de Hermann Göring, l'un des hommes les plus en vue du Troisième Reich. Née à Hambourg en 1902, sa carrière d'interprète commença sur les scènes allemandes pendant les années 20. Elle avait de la prestance, une voix ferme et des gestes élégants. Elle travailla dans d'importants théâtres et reçut des éloges pour son talent. Lors d'une représentation à Berlin, elle rencontra Göring. Il était déjà une figure clé dans l'ascension du nazisme. La relation fut rapide. Ils se fiancèrent en peu de temps et se marièrent en 1935 lors d'une cérémonie de haut profil. Le mariage fut l'un des événements sociaux les plus couverts par la presse officielle du régime. Hitler y assista en tant que témoin. Il y eut des défilés, des musiciens, des photographies distribuées dans tout le pays. Emmy devint à partir de ce moment une figure reconnaissable. Les médias l'appelaient la Dame du Reich. Son rôle était symbolique. Elle ne participait pas aux décisions et n'apparaissait pas dans les discours politiques, mais son image était présente lors des célébrations publiques et des actes avec les diplomates. Elle vécut avec Göring à Karinhall, une résidence construite au milieu de la forêt, conçue pour refléter le pouvoir et la richesse. L'endroit avait des salons décorés de tapisseries anciennes, de hauts plafonds, de vitrines remplies de cadeaux officiels et une collection d'art pillée de différents pays. Emmy organisait des réceptions, recevait des visites internationales et supervisait les détails du protocole. Elle portait des tenues de créateurs allemands, utilisait des bijoux venus de Vienne et parlait couramment plusieurs langues. Sa fonction était de recevoir, d'accompagner et de montrer le visage aimable du régime. Le lieu fonctionnait également comme un décor. On y prenait des photos de famille, on y organisait des dîners formels et on y projetait des films. Emmy avait sa routine. Elle parcourait les jardins le matin, vérifiait les menus avec le personnel de cuisine et se préparait pour les activités de la journée. Son agenda comportait des engagements avec des ambassadeurs, des épouses de généraux et des représentants d'organisations du parti. Au fil du temps, des tensions surgirent entre elle et Eva Braun. Bien qu'Eva fût la compagne privée de Hitler, elle n'avait pas de titre officiel. Emmy, en revanche, était l'épouse du deuxième homme le plus puissant du Reich. Lors des événements publics, on s'attendait à ce qu'elle maintienne une distance protocolaire face à Eva. Cependant, en coulisses, il y eut des frictions. Emmy se référait à Eva avec une certaine condescendance, et cela fut enregistré par certains témoins du cercle interne. Les comparaisons entre les deux étaient fréquentes. L'une avait un statut officiel, l'autre était dans l'ombre. Cette tension se maintint jusqu'à la fin du régime. Malgré la situation de guerre, la vie à Karinhall resta entourée de luxe. On y organisait des banquets, des concerts privés et des représentations théâtrales. Emmy soignait chaque détail. Elle vérifiait l'éclairage, la disposition des sièges et la qualité de la nourriture.
Aux yeux des visiteurs, l'environnement montrait ordre et abondance. Lors des visites diplomatiques, elle souriait, parlait avec courtoisie et représentait l'image du raffinement allemand. Elle eut une fille avec Göring qu'elle éleva entre les murs de Karinhal. La jeune fille suivait des cours privés et était tenue à l'écart des affaires du régime. Emmy évitait de l'exposer aux affaires militaires. Elle préférait maintenir la routine domestique. Elle préparait des cadeaux, choisissait des livres, décorait la chambre avec des fleurs fraîches. Bien que les rapports du parti parlent d'efficacité et d'obéissance, à la maison, Emmy se concentrait sur le maintien d'une image de famille stable. Au cours des derniers mois du régime, lorsque la défaite était évidente, Karinhal fut évacuée. Emmy et sa fille quittèrent la résidence avec l'aide de proches. Il n'y eut pas de scène publique. Elles se déplacèrent en silence, avec une escorte minimale. Les documents indiquent qu'elles tentèrent de se cacher en Bavière. C'est là qu'elles furent localisées par les forces alliées. Emmy fut arrêtée avec sa petite fille. Elle n'opposa pas de résistance. Elle ne portait que peu d'affaires, un sac, quelques photos et une couverture. Elle fut transférée dans un camp d'internement où elle resta pendant plusieurs mois. Pendant le processus de dénazification, son nom apparut sur des listes, mais elle ne fut pas jugée formellement. Elle déclara que son rôle avait été uniquement social. Elle affirma n'avoir eu connaissance d'aucun crime ni accès à des informations militaires. Son témoignage se concentra sur son rôle de mère et d'hôtesse. Les autorités acceptèrent cette version et elle fut libérée sous surveillance. Dans les années 50, Emmy réapparut lors d'événements locaux. Elle donna quelques interviews, dans lesquelles elle parla de sa vie antérieure sans entrer dans les détails. Elle mentionna le théâtre, ses souvenirs de Karinhal et son mari comme une figure complexe. Elle ne montra jamais de remords. Elle parlait calmement, évitait les questions difficiles et se concentrait sur des aspects personnels. Elle vécut dans un anonymat relatif, sans jamais revenir sur scène. Au fil des ans, sa présence se réduisit à des images d'archives et à des mentions sporadiques. Les objets qu'elle utilisa un jour furent emballés et stockés. Karinhal, la résidence qui symbolisait la splendeur du pouvoir, fut démolie avant de tomber aux mains des Alliés. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace matérielle du lieu. Seules survivent des photographies où Emmy apparaît dans de vastes salons, vêtue de tenues formelles et l'expression contenue, portant un toast ou offrant des fleurs aux visiteurs. Sa trajectoire n'eut pas de ruptures abruptes ni de scandales publics. Elle fit partie du régime depuis le confort du protocole et s'évanouit avec lui, en silence. Sa fille adopta un autre nom et quitta le pays. Emmy n'apparut plus lors d'événements publics et n'accepta plus d'interviews. Elle décéda en 1987. Une autre de ses épouses fut Margaret Braun, connue sous le nom de Gretel. Elle vint au monde à Munich en 1915. Elle était la plus jeune des trois sœurs Braun, aux côtés d'Eva et Ilse. Sa famille, de classe moyenne et aux coutumes bavaroises traditionnelles, vivait à Ruppolding, une zone montagneuse des Alpes bavaroises. Son père s'appelait Friedrich Braun et sa mère Franziska Kronberger, qui travaillait comme couturière. Quand Hitler rencontra Eva Braun dans le studio du photographe Heinrich Hoffmann, Gretel y était déjà employée comme assistante. Hitler fit en sorte que les deux sœurs aient un appartement à Munich et, avec le temps, elles s'installèrent par intermittence au Berghof et à Obersalzberg, où se trouvait la maison de repos du chef du régime. Eva devint sa compagne et Gretel profita de cette proximité pour mener une vie avec toutes les commodités. Elles passaient beaucoup de temps ensemble, grâce aux avantages qu'elles recevaient de la part d'Hitler, en particulier dans des lieux comme le Berghof, le lac Königssee et la chute d'eau de Königsbach, qui étaient les paysages où il avait l'habitude de se reposer. En mai 1944, Hitler tenta d'organiser le mariage de Gretel avec son assistant Fritz Darges, mais celui-ci choisit de partir sur le front oriental plutôt que de s'engager. Finalement, le mariage eut lieu, bien qu'avec une autre personne. Des commentaires non confirmés circulèrent sur la réputation de Gretel à Obersalzberg. Certains récits suggéraient qu'elle était enceinte de Darges, bien que cela ne coïncidât pas avec la date de naissance de sa fille, qui fut un an plus tard. Hitler, qui voulait aussi montrer Eva plus ouvertement, utilisa Himmler pour convaincre un autre de ses assistants, le chef de haut rang des SS Hermann Fegelein, que cette union lui serait utile politiquement. Fegelein, qui avait la réputation de gravir les échelons et d'avoir de nombreuses amantes, accepta.
Gretel et Fegelein s'unirent par les liens du mariage le 3 juin 1944 à Salzbourg. La célébration eut lieu au Berghof avec Himmler et Martin Bormann comme témoins, et lors de cet événement, Hitler présenta officiellement Eva Braun aux invités. Lorsque le Troisième Reich commença à s'effondrer, Eva Braun se rendit à Berlin pour être dans l'abri souterrain avec Hitler, et le 23 avril 1945, elle demanda à Gretel, qui était toujours à Berchtesgaden, de brûler ses documents. Le 29 avril, l'époux de Gretel, Hermann Fegelein, fut exécuté sur ordre de Himmler après avoir été accusé de traître. Le lendemain, Eva, qui était déjà l'épouse de Hitler, mit fin à sa vie avec lui. Gretel eut une fille le 5 mai 1945 et la nomma Eva Barbara Fegelein. Cette fille se suicida le 8 avril 1971. Gretel se maria une deuxième fois en février 1954 avec un homme d'affaires nommé Kurt Berlinghoff. Elle décéda le 10 octobre 1987 à Steingaden alors qu'elle avait 72 ans. Une autre figure fut Margaret Boden. Elle naquit à Gonkarzewo, près de Bromberg, quand cette zone était encore sous le contrôle de l'Empire allemand. Elle était la fille de Hans Boden, propriétaire terrien, et d'Elfriede Popp. Elle grandit aux côtés de 3 sœurs et d'un frère. En 1909, elle commença ses études dans un collège pour jeunes filles à Bromberg, et, pendant la Grande Guerre, elle fut formée comme infirmière et travailla dans ce domaine. Ensuite, elle continua dans un hôpital sous la Croix-Rouge allemande. Son premier mariage fut bref et sans enfant. Avec le soutien de son père, elle déménagea à Berlin et commença à diriger sa propre clinique privée. En 1927, elle entendit Himmler lors d'une conférence. Ils commencèrent à correspondre. Dans une lettre, elle l'appela « soldat au cœur dur », bien qu'elle aimât davantage sa façon d'écrire que son apparence. Blonde, aux yeux clairs et ordonnés, elle correspondait à son idéal de femme. Bien que plus âgés de 7 ans, tous deux partagèrent des goûts tels que l'herboristerie et les habitudes rigides. Dans ses lettres, Margaret se plaignait de ses collègues. Dans une lettre de juin 1928, elle critiquait le docteur Hauschild. En juillet, ils se marièrent. Il eut du mal à l'annoncer à sa famille, car elle était protestante, plus âgée et divorcée. Aucun Himmler ne se rendit au mariage. Les témoins furent son père et son frère. Avec le temps, ils l'acceptèrent, mais sans grande proximité. En août 1929, leur fille Gudrun naquit. Ils accueillirent également l'enfant orphelin Gerhard von Ahe. Avec la vente de sa clinique, ils achetèrent un terrain à Waltrudering, près de Munich, où ils construisirent une maison préfabriquée. Comme Himmler était presque toujours absent, elle gérait tout, y compris une tentative infructueuse d'élevage d'animaux. En 1933, quand Hitler accéda au pouvoir, ils déménagèrent à Möllstrasse, à Munich. Plus tard, ils achetèrent une maison près du lac Tegern, qu'ils utilisèrent comme résidence principale. Ensuite, ils s'installèrent à Dahlem, à Berlin. Plus Himmler était occupé, moins il maintenait de contact avec elle. Le frère aîné d'Himmler la décrivait comme une femme froide, nerveuse et peu affectueuse, bien que loyale. Margaret appartenait au parti nazi depuis 1928, avec le numéro 97 252. Bien que la relation avec Himmler se soit refroidie, il continuait d'assister à des événements. Il rendait souvent visite au Heydrich et elle organisait des réunions avec les épouses d'autres membres des SS. Elle ne fut jamais bien accueillie parmi les autres. Baldur von Schirach disait qu'Himmler vivait sous pression à la maison et qu'il satisfaisait ses exigences. Pendant le congrès de Nuremberg de 1938, elle eut des frictions avec les épouses de hauts dignitaires. Selon Gerwart, elle s'entendait mal avec Lina Heydrich, qui des années plus tard la décrivit comme une femme rigide, sans sympathie, qui détestait les espaces ouverts. En 1936, Himmler engagea Hedwig Potast comme secrétaire. En 1939, ils commencèrent une relation. Ils eurent 2 enfants, Helge, né en 1942, et Nanette en 1944. Margarethe, qui vivait à Gmund, fut informée de la situation vers 1941. Ils vivaient déjà séparés, mais elle choisit de continuer pour sa fille. Pendant la guerre, elle dirigea des hôpitaux de la Croix-Rouge. En 1939, elle fut nommée responsable des centres à Berlin-Brandebourg, y compris les zones occupées. En mars 1940, elle voyagea en Pologne et laissa des notes sur des villes comme Posen, Łódź et Varsovie.
Elle commentait la saleté, le désordre et son mépris envers les Juifs et les Polonais. Pour ces tâches, elle reçut le grade de colonel de la Croix-Rouge. En 1945, elle écrivit à Gebhard Himmler, valorisant le travail de son mari. Elle maintenait le contact avec sa fille, qui lui rendait souvent visite. En avril de cette année-là, elles rencontrèrent Himmler à Gmund. Quand les troupes alliées avancèrent, Margaret et Gudrun s'échappèrent. En mai, elles furent capturées à Bolzano, en Italie. Elles furent transférées dans plusieurs camps en France, en Italie et en Allemagne. Elle fut interrogée, mais ne donna pas d'informations utiles. Elle disait toujours qu'elle ne voyait que ce qui se passait autour d'elle. En septembre 1945, elle fut interrogée à Nuremberg et emmenée avec sa fille au camp de Flak-Kaserne Ludwigsburg. Elles furent libérées en novembre 1946. Elles se réfugièrent ensuite à Bethel, Bielefeld. Leur présence provoqua une polémique. En 1947, le journal New York Tribune publia une note sur leur situation actuelle. En 1948, elle fut considérée comme une délinquante mineure dans le processus de dénazification, catégorie 3. En 1950, elle engagea un avocat pour faire appel. Elle allégua que son affiliation était symbolique et que son poste était dû à son expérience antérieure en soins infirmiers. Elle nia avoir eu un pouvoir politique. Le tribunal de Detmold estima qu'elle avait soutenu le régime et les décisions d'Himmler. Sa défense insista sur le fait qu'elle était jugée uniquement pour avoir été son épouse. En mars 1951, elle fut reclassée comme sympathisante passive, catégorie 4. Bien qu'elle ne fût pas tenue pour responsable des crimes, il fut conclu qu'elle et sa fille avaient vécu avec des privilèges. C'est pourquoi Hans Ehard, Premier ministre de Bavière, demanda de réexaminer le CA dans la zone britannique. L'accent fut mis sur la propriété de Gmund. Le 15 janvier 1953, il fut décidé que Margaret avait bénéficié du régime. Elle fut classée dans la catégorie 2, attribuée aux personnes actives ou favorisées. On lui imposa 30 jours de travail forcé, la perte du droit de vote et de sa pension. En 1952, Gudrun quitta Bethel. En 1955, Margaret déménagea à Ippen, où elle vécut avec sa sœur Lydia et Gérard. Puis elle retourna à Munich et vécut avec sa fille, qui défendit toujours son père. Peter Longerich écrivit qu'elle ignorait probablement les détails cachés du régime, mais que ses déclarations montraient une fermeté idéologique. Jürgen Matthäus la décrivit comme une femme aux convictions nazies et aux attitudes antisémites. Elle n'était pas directement liée au crime, mais elle bénéficia du système. Dans ces dernières années, elle évita toute exposition publique. Elle vécut en silence avec Gudrun à Munich. Elle décéda en 1967, à 74 ans. Sa mort passa inaperçue. Sa vie resta liée au nom de l'homme avec qui elle partagea son histoire. Qui se tenait également près du noyau du pouvoir nazi dès le début était Lina Heydrich. Lina est née dans une famille aisée sur la côte de la mer Baltique. Dès son plus jeune âge, elle a montré de la fierté pour ses origines et une admiration précoce pour les idées nationalistes. Elle a rencontré Reinhard Heydrich quand il était un officier de marine écarté pour une faute disciplinaire. Ils se sont mariés en 1931. Lina a encouragé son entrée au parti nazi et a été celle qui l'a rapprochée des SS. Dès lors, elle a accompagné sa carrière avec une conviction totale. Ils ont vécu dans différentes villes jusqu'à s'établir à Prague, dans une villa confisquée par le régime après l'occupation de la Tchécoslovaquie. Lina s'occupait du foyer avec des règles claires. Enfant bien élevé, personnel domestique sous surveillance et un agenda social où tout devait être sous contrôle. Aucune erreur n'était permise. Elle voulait que la maison reflète la hiérarchie que son mari représentait dans le parti. Ceux qui la connaissaient parlaient de son caractère sec, de son ton ferme et de sa façon de marcher sans hâte. Elle avait une pleine confiance en CE que Heydrich faisait. Elle ne remettait pas en question les voyages, les postes, ni les fonctions. Elle n'a jamais demandé d'explication. Il lui suffisait de savoir qu'il servait l'État et que sa famille devait être à la hauteur. Elle organisait des réunions, recevait des visiteurs, répondait aux lettres. Elle soignait chaque détail de l'environnement domestique comme une extension de l'autorité politique. Et ces enfants n'étaient pas traités avec douceur, mais avec exigence. Quand Heydrich a été attaqué à Prague en 1942, Lina a été informée avec peu de mots. Elle lui a rendu visite à l'hôpital alors qu'il était encore conscient. Elle n'a pas pleuré.
Elle est restée à côté de lui en silence. Quand il est mort, Lina a été traitée comme l'épouse d'un martyr. Le régime l'a placée à la tête des funérailles, l'a montrée dans des défilés et l'a présentée comme un symbole de dévouement. Elle a accepté le rôle sans hésiter. Elle est retournée en Allemagne peu après, s'installant dans des propriétés qui avaient été remises par le parti. Elle n'a pas été marginalisée. Au contraire, une pension lui a été maintenue et elle a été autorisée à vivre avec ses enfants sans grande restriction. Pendant les premières années de l'après-guerre, elle a évité de parler publiquement. Mais dans les décennies suivantes, elle a accordé des interviews, écrit des mémoires et s'est consacrée à blanchir le nom de son mari. Elle répétait qu'il ne faisait que son devoir. Elle niait les versions sur des actes qui compromettraient l'image familiale. Elle ne mentionnait ni les victimes ni les décisions prises en son nom. Pour beaucoup, elle a été l'une des rares veuves du régime qui ne s'est jamais distancée du passé. En 1976, elle a publié un livre où elle affirmait qu'elle ignorait les détails concernant la solution finale. Lina von Osten est décédée à Fehmarn le 14 août 1985. Ilse Hess faisait partie de ce même environnement. Ilse Pröll est née dans le nord de l'Allemagne, dans un milieu conservateur et religieux. Elle a rencontré Rudolf Hess quand il faisait déjà partie du cercle proche de Hitler. Ils se sont mariés en 1927. Dès le début, Ilse a su que sa vie serait marquée par la politique. Elle a accepté ce rôle sans résistance. Elle est restée en dehors de l'attention publique, mais avec une loyauté absolue envers son mari et envers le régime. Ils vivaient à Munich et se sont ensuite installés dans une maison plus isolée. Ilse ne s'impliquait pas dans les actes officiels et ne cherchait pas la visibilité. Elle était réservée, dédiée à son foyer et concentrée sur son fils Wolf Rüdiger. Elle préférait rester en retrait, mais sa correspondance montre qu'elle partageait les idées centrales du parti. Elle parlait de pureté, de destin et de sacrifice avec un ton ferme et convaincu. La nuit où Rudolf Hess s'est envolé seul vers l'Écosse, en mai 1941, Ilse n'avait pas été prévenue. Elle l'a appris par d'autres membres du parti. Elle n'a pas protesté. Elle a dit que s'il avait pris cette décision, il devait avoir une raison. En public, elle n'a pas parlé du sujet. En privé, elle a écrit qu'elle lui faisait confiance, qu'elle croyait que tout se saurait avec le temps. Elle n'a jamais exprimé de rejet ni de doute. Après la chute du régime, Ilse a été arrêtée par les autorités alliées. Elle a subi des interrogatoires et a été détenue pendant un certain temps. Elle n'a pas nié sa relation ni ses croyances. En 1952, elle a publié un livre intitulé « Angleterre, Nuremberg, Spandau ». Un destin en lettres, édité par Drüffel Verlag, une maison d'édition proche du nationalisme allemand. Durant ces années, elle a entretenu une correspondance avec plusieurs personnes du cercle nazi, parmi lesquelles Winifred Wagner, qui conservait également de l'admiration pour Hitler. Ilse Hess est décédée le 7 septembre 1995, à 95 ans, et a été inhumée à côté de son époux dans la ville de Wunsiedel, en Bavière.